démarre sur l'atelier numéro 2, l'atelier collectif avec toujours Jonathan. Donc, Jonathan m'a parlé de vous ce matin. J'ai eu une stagiaire, elle était contente, elle avait trouvé que l'atelier collectif il était bien déroulé. Elle m'a demandé des nouvelles de votre activité. Ah bon? Oui, vous êtes notre star. Ah bah, c'est gentil. Non, c'était très sympa. Bah, c'est vrai que ça faisait c'est un peu vivant quoi. Quand vous êtes là, tout de suite un peu plus de co-animation, c'est assez rigolo. Puis il y a l'interactivité, donc c'est sûr que ça plaît plus que si j'anime toute seule l'atelier, hein. C'est Oui, c'est normal. ça, effectivement. Donc, l'idée aujourd'hui, on attaque la micro-entreprise. Donc là, ça va être d'actualité parce que Jonathan est en train de créer la micro-entreprise artisanale. Et effectivement, il y a une petite subtilité. Ils ont créé une nouvelle procédure. Donc, on va la créer en live. Moi, je vais créer la mienne. Et puis, Jonathan, comme ça, il pourra avancer on pourra avancer ensemble. D'accord. Donc là, le programme, on va essayer aujourd'hui que ça ne dure pas 2 heures parce que j'ai l'impression que c'est un peu long, 2 heures, surtout en replay. Donc, normalement, en 1 heure, 1h20, si on a des questions un peu plus précises, je pense que ça suffira sur ce sujet-là. Donc, l'idée, on va apprendre à gérer la micro-entreprise. Là, vous avez les 3 focus. Donc, le statut juridique de la micro-entreprise, comment on la crée, que ce soit dans l'activité de prestation de services, qu'on soit sur une activité artisanale ou commerçante. Mhm. Donc là, effectivement, il y aura 2 manières de le faire. Et pour les artisans et les commerçants, vous ne pouvez passer que par le portail de l'INPI Procédure, qui est un peu moins bien faite, effectivement, que auto-entrepreneur.ursaf.fr. On le fera en ligne et puis je vous ai inclus j'ai mis à jour l'atelier pour que vous ayez les billes. Si vous ne regardez pas les replays, vous aurez quand même les documents qui vous permettent de comprendre pourquoi on vous parle d'incessabilité, pourquoi on vous parle de prélèvement libératoire, toutes ces notions qui sont un peu fiscales. Et tout sera indiqué en fait sur la plateforme. Donc ça vous permet de retrouver l'information assez rapidement et puis de pouvoir ne pas bloquer sur la création. Et ensuite, le petit outil qui permet gratuitement de gérer la petite comptabilité de la micro-entreprise. Ça aussi, ça fait peur. En fait, c'est extrêmement simple. Dès lors que vous avez le bon outil, ça vous prend 3 minutes pour faire le devis, la facture, et puis pour gérer la petite comptabilité, parce que vous avez une petite obligation légale relative à la micro-entreprise. Donc ça, on est parti. Normalement, Jonathan, je vous ai donné l'accès pour la plateforme de formation. D'accord, c'est Vous gentil. l'avez en primeur, hein. Vous l'avez avant tout le monde. Comme je savais que vous seriez là, je vous ai donné l'accès. Si vous actualisez votre plateforme, vous y avez accès vous avez les mêmes documents que moi. Effectivement, je vois. Nickel. Donc là, on est sur déjà comprendre le statut, poser les grandes lignes du statut de la micro-entreprise. La micro-entreprise, elle va regrouper tout ce qui est lié à l'activité de vente de marchandises et aussi tout ce qui est lié à la vente de denrées alimentaires là, à emporter ou à consommer sur place, donc la restauration artisanale, les ventes de marchandises et vous avez aussi les prestataires de services. Donc, là où vous êtes limité, c'est en chiffre d'affaires hors taxe. Donc, on est à 176 200 pour une activité de vente de marchandises. Donc ça va être, pour le coup, ça va vous concerner. Et les prestataires de services, on a une limite de 72 500. Et si vous cumulez les deux, vous bénéficiez de ce seuil-là, 176 200 € de chiffre d'affaires. Dès lors que vous les dépassez, vous serez obligatoirement soit le plus intéressant, c'est de passer en société commerciale, parce que ça veut dire que là, votre micro-entreprise, elle cartonne, donc ça sert à rien. Le statut n'est plus adapté pour votre activité en démarrage. Sinon, d'office, vous serez requalifié en tant qu'entreprise individuelle. Et donc, c'est assez lourd et c'est peu intéressant au niveau fiscal. Il faut refaire appel à un expert comptable. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Plus simple, passer en société commerciale si vous avez un chiffre d'affaires qui décolle, hein. Donc, ça, c'est par an. Donc là, d'ailleurs, c'est annuel, hein. Il faut comprendre que c'est annuel. Vous avez des activités qui sont forcément incompatibles. Donc, tout ce qui est relatif à l'agriculture, à l'immobilier,
toutes ces professions, vous ne pouvez pas monter une micro-entreprise. Un agent immobilier, il ne peut pas se lancer en tant que micro-entreprise. Voilà, donc ça, je passe assez rapidement parce que c'est des subtilités. Taux de cotisation, donc ça nous intéresse. Un prestataire de service, il a 22%. Quelqu'un qui est dans la vente et la revente de marchandises, donc vous, ça va être le cas, hein, parce que c'est votre activité. Vous êtes à 12,80. Ça va. 12,80 pour vous. Parce qu'en fait, ils prennent en compte le fait que vous avez forcément un stock et vous avez forcément des charges. Donc, c'est pour ça que le taux est plus bas qu'un prestataire de service qui a par définition moins de charges. D'accord. Alors, ce qui est intéressant quand on crée sa micro-entreprise et si on est éligible, c'est de bénéficier, alors il faut bien regarder dans le détail, de savoir si vous pouvez bénéficier de l'ACRE, qui est en fait une réduction de cotisation sociale sur 4 trimestres. Et je crois que vous ne pouvez pas en bénéficier, Jonathan. Alors, ça dépend parce que l'ACRE, j'ai cru comprendre aussi que ça pouvait donner un petit coup de pouce en termes de financement. Ah, c'est une autre aide. Ah, c'est pas la même. L'ACRE, on n'est que sur un dispositif de réduction de cotisation. C'est-à-dire que là, pendant 4 trimestres, vous bénéficiez d'une réduction de 50%. D'accord. Ici, 50% ici. Les professions réglementaires aussi ont le droit à 50%. Donc là, pour le coup, vous avez des critères d'éligibilité. C'est généralement dédié et accordé aux demandeurs d'emploi indemnisés et non indemnisés, aux jeunes ou aux bénéficiaires du RSA et aux personnes en situation de handicap. Ah, normalement, ça devrait être bon. Je suis dans la tranche 18-25 ans. C'est vrai? Non. Ouais, désolée. Moi, j'ai eu une jeune fille, elle avait 22 ans. Je peux vous assurer qu'elle était contente. Hein. Ça, je veux bien. Ça, voilà. Donc, je passe, mais c'est assez facile à mettre en place. Vous avez un petit CERFA qui est mis à disposition sur la plateforme autoentrepreneur.ursaf.fr. Je vous ai mis le lien ici pour envoyer directement le CERFA. Le CERFA, c'est juste cocher les cases, votre dispositif et puis joindre le justificatif lié à votre bénéfice, c'est-à-dire justificatif d'indemnisation ou non de par Pôle emploi, si vous êtes bénéficiaire du RSA et si vous êtes jeune, ils ont déjà votre numéro de sécurité sociale, donc peut-être qu'ils vous demanderont votre pièce d'identité, c'est pas évident. Donc, c'est tout ce qu'on va vous demander. Donc, c'est assez simple et c'est assez automatique. Là, un outil intéressant que je vous ai indiqué aussi, c'est le simulateur de revenus. Vous avez la possibilité de faire une estimation des cotisations que vous allez devoir verser selon votre situation je vais vous le mettre dans le chat, à l'URSSAF. D'accord. Donc ça, le petit simulateur, ne serait-ce que pour prévoir, avoir une idée du budget, surtout quand on ne bénéficie pas de l'ACRE. Quand on bénéficie de l'ACRE, bon, ça reste quand même relativement intéressant, donc il y a moins de trésorerie à prévoir. Si vous commencez à avoir du chiffre d'affaires, moi je sais que payer 22%, il faut que je prévoie ma trésorerie. Ça va à l'encontre d'un salarié qui sont disponibles immédiatement. Là, pour le coup, il faut que vous prévoyez que sur le mois en cours, vous devez épargner le montant des cotisations dues. D'accord. Et ça, ce qui est chouette, c'est que là, vous avez tous les outils qui vous permettent de créer en fait la situation adaptée à votre cas. Vous voyez, artisanal, vous choisissez votre prestation, si vous faites de la vente de restauration, tout est indiqué, votre date de création. Vous pouvez même essayer de faire une simulation par rapport à votre lancement, ce que vous estimez que vous allez sortir en chiffre d'affaires. Cet outil, il est pas mal, hein, surtout qu'en démarrage, on ne se rend pas bien compte de ce que éventuellement on va régler. Ça vous fait un petit prévisionnel, votre budget à sortir. Donc, ça, c'est un bel outil. Donc là, je passe assez rapidement. Est-ce que vous avez des questions là pour l'instant? Ça reste les grandes lignes. Non, pour le moment, non. Ok.
Donc là, on va passer à la création de la micro. Donc, effectivement, la micro pour les prestataires de services, c'est assez simple. Vous avez le schéma classique, vous passez par ce site-là, créer mon auto-entreprise ursaf.fr et il s'avère que vous avez juste à créer votre compte en ligne. Donc, tout est indiqué là sur le visuel qui s'affiche. Vous êtes extrêmement bien guidé. C'est très, très facile. Ça, je confirme. Voilà, c'est très facile, sauf que ils ont un peu complexifié les choses. C'est que ce n'est dédié qu'aux prestataires de services. Ils nous invitent tous fortement à créer nos entreprises, alors que ça va être le même lien pour les micro-entrepreneurs que pour les sociétés commerciales, à se rendre sur le site de l'INPI. Donc, là, vous avez le lien. Donc là, je vous ai mis une copie écran de à quoi ça ressemble. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui obligatoire pour les artisans et les commerçants. Et demain, ce sera aussi, les prestataires de services peuvent le faire. Et je pense qu'en fait, ils vont tout centraliser sur ce dispositif-là. Aujourd'hui, il n'est pas très, très attractif. C'est vrai ça se voit qu'il vient de sortir. Hein. Donc, je pense que ça va être… Même les tutoriels ne sont pas disponibles. J'ai essayé de vous chercher un tutoriel plus aisé. Et en fait, il n'est pas encore créé. Donc, je pense que d'ici 6 mois, ce sera plus aisé. Mais là, pour l'instant, on est un peu dans l'expérimentation. D'accord. Donc, le site, vous êtes pour créer le site, vous passez par, si je ne dis pas de bêtises, je vais essayer de refaire la démarche. Alors, forcément, ce n'est pas là. Moi, j'ai atterri ici. Voilà, donc c'est par ici que moi, je suis passée par le site de l'INPI. Il vous explique bien qu'il faut que vous connectiez sur le site de procédure.inpi.fr, renseigner les informations, donc il ne vous aide pas énormément, et vos pièces justificatives. Donc, quand vous accédez à la formalité, alors moi, j'atterris ici, sachant qu'on a dû connecter, et je pense que Jonathan, c'est pareil, vous avez connecté avec France Connect, ou alors vous avez créé votre compte en ligne INPI. Vous avez 2 billets de connexion. Donc, ça reste quand même pas encore très optimal. On n'a pas vraiment le choix, on n'a pas d'autres moyens de le faire. Donc là, si vous regardez mon compte, il s'avère qu'il est là. Donc, j'en ai créé un. Et donc, Jonathan est passé par là, déclarer l'entreprise. Hop. Donc, moi, je l'ai enregistré pour vous refaire la simulation. Je suppose que vous aussi, normalement, vous avez un brouillon ici. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, comme nous deux, on a déjà démarré la démarche d'inscription, il suffit juste de retourner dessus, il s'enregistre automatiquement. Donc ça, quand même, c'est assez bien fait. Vous avez juste à reprendre le brouillon pour retourner dans les différentes démarches, sachant que vous pouvez tout modifier. Alors, c'est là où Jonathan, il bloque. Et où on a tous un peu bloqué. Parce que c'est assez mal fait et c'est pas… En fait, non, vous n'avez pas de tutoriel mis à disposition. Vous devez en même temps faire coupler une recherche Google. Donc ça, c'est vrai que ça reste pas toujours aisé quand on n'est pas du tout dans le… Quand on n'a jamais créé de boîte, c'est vrai que c'est assez obscur. Donc, la première étape, elle est simple. Vous avez juste à rentrer votre identité. Donc ça, pour le coup, on rentre son identité. Là, on vous demande, alors c'est assez curieux, si vous êtes sédentaire ou non sédentaire. Donc ça, j'avoue que c'était la première fois que je vois ça. Donc, moi, je me suis mis non sédentaire, mais peut-être que j'ai essayé de me mettre à la place de Jonathan, hein, qu'on déverrouille cette problématique. Donc, vous êtes non sédentaire. Vous êtes d'accord jusque-là? Périodicité de versement. Donc là, effectivement, vous avez le choix de payer vos cotisations de manière mensuelle ou trimestrielle. Il vaut mieux payer de manière mensuelle, sinon vous allez devoir gérer 3 mois de trésorerie de cotisation sociale. C'est ce que j'ai mis aussi. Okay, donc on est bien d'accord. Après, vous avez vu là la faute de frappe? La France. Non, j'ai pas fait gaffe. Vous n'avez pas fait attention? On voit qu'ils viennent de le sortir, hein, l'outil. Donc voilà, après vous complétez correctement les champs. Donc là, il n'y a rien de spécifique. Ah si. Ah, qu'est-ce que vous…
c'est que moi, je ne trouve pas ma ville dans le niveau de... Alors, ça m'étonne pas trop parce que moi, j'ai galéré à rentrer mon adresse. En plus, mon adresse est erronée. Moi, j'ai juste fait le test. Rappelez-moi le nom de votre ville. Alors, c'est Vauban, V-A-U-B-A. Ouais, donc vous, effectivement. Et il n'y a pas le bon code postal. Donc, si vous marquez je ne trouve pas mon adresse, est-ce que vous Ça ne, avez la main ou pas du non, tout? ça ne trouve pas non plus. Donc, du coup, ce que j'ai fait, C'est c'est quoi votre code postal? 71 800. 71 800. Alors, il nous propose. Je ne propose pas. Et c'est pas un hameau, c'est une ville, hein. Oui, oui, c'est une ville. Du coup, vous avez fait comment pour contourner Alors, ça? du coup, j'ai cliqué sur le village le plus près. Donc, pour moi, c'est Bodemont. Et après, dans le complément d'information, de localisation, j'ai écrit que c'était le village de Vauban et non pas de Beaumont. Ok. Oui, c'est expérimental, hein. Ah, ça, Mais ouais, je suis un peu bon. Dans tous les cas, ils vont pour vous contacter via Internet. Donc, normalement, vous n'aurez pas de souci de perte de documents. oui, c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Ah, ça, c'est la meilleure. D'accord. Donc là, après, contactez l'entrepreneur, vos coordonnées, votre numéro de sécu, ça, il vous le demande. Oui, Activité antérieure, est-ce que vous avez déjà bossé en tant qu'entrepreneur? non. Le dépôt d'une demande d'ACRE, est-ce qu'en même temps que votre immatriculation, vous êtes éligible à la demande d'ACRE? Donc là, ça vous est demandé. Et Oui, si c'est dans le cadre de oui, il va forcément vous demander un justificatif. oui, Là, sauf que comme j'en bénéficie pas, j'ai mis non. bah ouais, pareil. Donc là, non pour nous deux. Vous, dans ce cas-là, si c'est oui, on va vous demander un petit justificatif d'éligibilité. On dépend tous les deux du régime général des assurances maladie, Oui, puisque moi, je suis micro-entrepreneur, donc je bénéficie de la sécurité sociale. mhm, Donc ça, c'est cool. Exercice d'une activité simultanée. Alors moi, j'ai mis non. Mais j'aurais dû mettre oui, puisque je cumule avec une autre activité. ouais, Ça, à voir. Donc, on avance. Pour l'instant, c'est assez simple et tout s'enregistre automatiquement. c'est ça. Alors, voilà, non-lieu. Donc là, il faut que je complète mon truc. Qu'est-ce que j'avais mis? Je vais marquer son truc. Je ne sais pas s'il va comprendre ce que je vois. Ça Ah vous ouais, il enregistre. Je ne pose pas de questions. OK. ne dérange pas, je m'attends 2 petites minutes, je vais chercher mon deuxième écran, comme ça je pourrais avoir. Ah, il faut le faire en direct. Voilà. Ça, parfait. Donc là, je continue en attendant que Jonathan s'installe. Donc là, l'adresse de l'entreprise. Donc, ce qui est la majorité d'entre nous, on a domicilié notre entreprise à notre domicile personnel. Il vous sera demandé dans les pièces jointes un justificatif de domicile. Donc, si vous décidez de domicilier votre entreprise à une autre adresse qui ne serait pas votre domicile personnel, un justificatif vous sera demandé. Donc, ça va être une quittance, ça va être, si vous décidez d'utiliser les bureaux de domiciliation, il faudra le justifier en intégrant une pièce jointe. Alors, l'entrepreneur souhaite-t-il associer l'adresse de son entreprise à son établissement? Donc, ça, après, à votre libre choix. Et voilà, l'entrepreneur souhaite-t-il recourir à une société de domiciliation? Un justificatif va vous être demandé, hein. Donc, ça, j'avance. C'est assez cohérent. Déclaration du contrat d'appui. En fait, le contrat d'appui, d'après ce que je vois, on est plutôt dans le cadre dédié au contrat. Alors moi, j'ignorais, je connaissais pas du tout ce contrat d'appui au projet d'entreprise. Si vous l'ignorez, ça veut dire que vous n'êtes pas concerné, hein. Donc ça, moi, je passe assez rapidement. Composition. Donc là, pareil, si vous souhaitez donner le mandat, le pouvoir à quelqu'un pour effectuer des démarches, des signatures, il faudra ajouter un document de pouvoir. Donc c'est un document que vous pouvez trouver sur Internet. C'est une autorisation de mandat
pour réaliser les démarches à votre place. D'accord. Donc ça, on passe assez rapidement. Alors, c'est là la petite subtilité. Donc là, renoncer à l'insaisissabilité sur la résidence principale. Donc là, il faut savoir que alors, depuis le 21 mai 2022, donc là, je l'avais prévu. Je vais vous montrer le petit document parce que ça, c'est une petite nouveauté 2022. Les auto-entrepreneurs, donc les micro-entreprises, bénéficient avec cette loi-là du 15 mai 2022, pardon. Il y a une séparation entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. C'est une loi qui est passée. Votre résidence, qu'elle soit, dans tous les cas, la résidence principale n'était pas saisissable par le fisc, puisque c'est votre domiciliation, donc elle n'est pas saisissable de fait. Pour autant, avant cette loi, un micro-entrepreneur, s'il avait contracté des dettes, il était au même titre qu'un entrepreneur individuel dans l'obligation de liquider la dette sur ses biens personnels ou ses biens professionnels. Il n'y avait pas de séparation entre les deux patrimoines. Voilà. Aujourd'hui, depuis la loi, on a protégé le patrimoine personnel de l'entreprise du micro-entrepreneur et vous n'avez plus besoin de déclarer cette incessabilité de patrimoine. D'accord. D'accord. Il y a une vraie séparation. Alors, je ne sais pas si on voit clairement. Là, on vous définit ce qu'est un patrimoine professionnel. Si vous voulez, concrètement, si demain, vous avez une dette fournisseur pour plein de raisons, notamment, par exemple, ça s'est passé pendant le Covid, donc avant le 15 mai 2022, le micro-entrepreneur qui avait une dette fournisseur parce qu'il ne pouvait pas livrer la prestation, Covid oblige, il avait une possibilité que le fournisseur se retourne contre lui et saisisse ses biens personnels, hormis son domicile, son lieu d'habitation personnel, mais il avait totalement la possibilité de saisir sa résidence secondaire, sa voiture, enfin, à peu près tout. Donc, mais je pense que le Covid a déclenché des faillites personnelles. Donc, la loi, elle est passée. Aujourd'hui, une dette professionnelle en tant que micro-entrepreneur ne peut être liquidée que sur des biens professionnels. Donc, ça va être, on va saisir je sais pas, le véhicule qui est dédié à la micro-entreprise, dédié à l'activité, pas votre véhicule personnel, la trésorerie qui se trouve sur votre compte professionnel dédié à la micro-entreprise, on ne pourra pas aller piocher dans votre épargne que vous avez constituée à titre privé. D'accord. D'accord. Donc, il y a une vraie protection sur le statut de micro-entreprise aujourd'hui grâce à cette loi. D'accord. Parce que quand j'ai... Ça, notez-le, d'où l'intérêt, ça vous est quasiment même exigé de créer un compte dédié à la micro-entreprise. C'est-à-dire que là, Jonathan Bénard, il faut qu'il ait son compte perso et son compte pro. Donc, son compte pro dédié à la micro-entreprise. Donc, ça sera Jonathan Bénard EI comme entreprise individuelle. D'accord. Ça, faites-le parce que du coup, vous séparez votre patrimoine et en cas de dette, on ne pourra saisir que le compte professionnel de Jonathan Bénard EI et éventuellement les équipements qui sont dédiés notamment à la restauration. Mais que cette partie-là, on ne pourra pas venir taper dans vos économies. Donc ça, c'est vraiment une belle avancée. Hein. C'était vraiment le point nord de la micro-entreprise. Et je pense que le Covid a vraiment accéléré les pouvoirs publics là-dessus. Hein. La législation, ils se sont bien rendus compte qu'il y avait un gros problème là-dessus. Donc ça, maintenant, en fait, le régime micro-entreprise, il est extrêmement protecteur. Hein. Donc, pardon, oui. Excusez-moi, comme j'ai loupé un petit peu, je voulais savoir, je suis désolé, ça fait revenir un peu en arrière, pour la déclaration du contrat d'appui. Donc moi, j'avais mis oui à la base, mais je n'avais pas très bien compris. C'était Non, le contrat d'appui, c'est des contrats d'accompagnement. On va regarder exactement ce que c'est. Donc on n'a pas forcément besoin. Non.
Créer une association, nanana, c'est quoi? Ah voilà, c'est quoi un contrat d'appui? Voilà, c'est un accompagnement pour lesquels vous bénéficiez. Une entreprise fournit un programme de préparation à la création, à la reprise d'entreprise. Le CAP est proposé par une entreprise. En fait, c'est une structure d'accompagnement et vous signez un contrat d'appui et c'est dans ce cadre-là que vous lancez votre micro-entreprise. D'accord. C'est des dispositifs qui sont, à mon avis, dédiés plutôt aux personnes qui sont soit qui appartiennent à une structure, enfin, qui ont signé un accompagnement à la création d'entreprise, ou soit les personnes qui sont bénéficiaires, par exemple, du RSA ou des prestations sociales, et dans ce cas-là, ils doivent s'engager à créer leur boîte. D'accord. Donc, c'est plutôt un dispositif dans ce sens-là. Donc, la plupart d'entre nous, on se lance sans structure d'accompagnement. D'accord. Voilà. Alors, ça, j'avance. Je vous remets le lien de cet article parce que je trouve qu'il est très bien expliqué et que si j'ai pas été assez claire, je pense que ça peut valoir le coup de jeter un coup d'œil. Oui, après, au niveau comment dire, de tout ça, je connais un peu par rapport, comme je vous disais, mes parents, ils Oui. sont exploitants. C'est juste qu'après, en fait, dans l'étape 4 où on parle de l'instabilité, là, j'ai eu un petit doute. Donc, par défaut, j'ai coché non, je ne renonce pas. Mais en fait, sur la ligne, ça ne vous dit pas jusqu'à quel point vous êtes protégé. Parce que ça, normalement, en plus, sur la résidence principale, un micro-entrepreneur, on ne peut pas lui saisir. En fait, un entrepreneur, on ne peut pas lui saisir sa résidence principale parce que c'est son lieu d'habitation. Elle est d'office insaisissable. Donc, c'est pour ça que cette rubrique-là, elle m'étonne un peu et je suis un peu étonnée, en fait, que elle soit toujours active. Voilà, moi, c'est pour ça que je suis allée faire mes recherches juridiques. Normalement, une résidence principale, elle n'est pas saisissable par le service des impôts, D'accord. par l'URSSAF. Parce que sinon, ça veut dire qu'on vous fout dehors, quoi. Ah, ben, Chez vous. demain, ça ne marche pas, je ne paye pas mes dettes, je suis dehors. C'est impossible. Enfin, du moins en France. Dans d'autres pays, ce serait possible. Voilà, c'est un autre débat. Mais pour le coup, ouais, vous mettez non. Alors, là, c'est pareil. Les résidences secondaires, c'est ce que je vous disais, surtout, c'était noté depuis mai 2022. C'est pour ça que ça aussi, ça ne peut pas être très à jour. Ils ne peuvent pas vous saisir votre résidence secondaire, à moins que la résidence secondaire, elle abrite vos bureaux et que du coup, vous avez créé un restaurant, vous avez créé une activité dans ce lieu et que ce lieu est dédié à l'activité économique et que c'est en fait l'activité économique qui paye, par exemple, les traites du lieu. Mais ça voudrait dire que le lieu, il a changé de nature et du coup, derrière, il y a eu toute une procédure pour l'intégrer dans la boîte, dans l'activité de la boîte. Donc ça, c'est pareil, hein. Votre résidence secondaire, elle est insaisissable. Alors, petite question, parce que moi, Oui. du coup, comme je fais des travaux à la maison, j'étais parti pour faire un grand garage pour mon matériel et mes voitures. Et au Mhm. final, ce garage, je vais le diviser en deux. Mhm. Il y aura une partie où ça me servira de garage et l'autre partie, bah, c'est la partie que je vais utiliser pour créer mon laboratoire. Comment c'est perçu ça? Bah, après, vous êtes en micro-entreprise, donc vous pouvez déjà pas déduire les frais liés à cet endroit-là. Ça reste une extension de chez vous, cette habitation ou pas? Oui, c'est sur mon terrain Voilà, personnel. c'est ça. Donc, en fait, c'est plutôt une mise à disposition de Jonathan Bénard en tant que propriétaire privé à l'entreprise Jonathan Bénard EI. Oui, on peut dire C'est une ça. mise à disposition. Mais si vous voulez, elle n'est pas que dédiée à l'activité professionnelle. Oui, puis après, je suppose que le fait que ça n'appartienne pas à l'entreprise, donc ils Vous ne peuvent. l'avez pas payé avec l'argent de l'entreprise, vous l'avez payé avec vos biens personnels. C'est bien ça. Donc, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, hein. D'accord. Donc, pas de souci majeur. Alors, au niveau de l'établissement, donc voilà, donc votre établissement est un établissement principal, donc ça c'est assez simple. Vous rajoutez le nom commercial que vous avez choisi. Ça peut être intéressant, hein, surtout pour vos supports commerciaux. On n'oublie pas que vous êtes une entreprise individuelle. Donc en fait, votre entreprise individuelle au niveau juridique, ce sera votre prénom et votre nom de famille. Oui. Pour autant, vous pouvez totalement choisir un nom commercial qui n'a de titre que
de non commercial, il n'a pas de valeur juridique, mais vous pourrez l'utiliser dans votre communication, sur votre site internet, sur vos flyers, etc. Mais par contre, dans les mentions légales, il y aura bien marqué la société Laure Olivier EI est une société individuelle en statut micro-entreprise. D'accord. D'accord? Ça, c'est vraiment à titre commercial. D'accord. Donc, ça aura pour effet comme valeur morale, en fait. Ouais, sa valeur, c'est juste une valeur commerciale. Ça n'a pas de valeur juridique. D'accord. Au contraire d'une société, si je fais le parallèle avec une société commerciale, demain, vous montez une SARL, un resto SARL. Le resto, il aura une raison sociale, et sa raison sociale, ça sera aussi le non commercial. C'est pas toujours le cas, hein, mais la raison sociale, généralement, c'est aussi le non commercial. Et pour le coup, ce sera la SARL, je sais pas, SARL spécialité de la Réunion. Ce sera son nom commercial et sa raison sociale. D'accord. Et Jonathan Bénard sera le gérant de la SARL, restaurant réunionnais. D'accord. Vous voyez, il y aura là, le restaurant réunionnais, si c'est ce que vous choisissez, il a une vraie valeur juridique. C'est sa raison sociale. D'accord. Sa dénomination sociale, pardon. D'accord. Mais ouais, c'est deux façons de voir différentes. Là, vous êtes une entreprise individuelle, vous êtes un individu. Vous êtes une personne physique, au contraire d'une personne morale. D'accord. Voilà, donc là, on avance. Présence de salariés dans l'entreprise, donc a priori non. Voilà, j'ai avancé. Là, au niveau de l'activité. Alors, activité principale pour l'établissement. Sachant que vous pouvez avoir plusieurs activités dans une micro. Vous avez une activité principale où on va vous attribuer un code APE, donc qui va correspondre à votre activité principale. Il y aura à vous d'avoir d'autres activités secondaires. L'activité principale, c'est le chiffre d'affaires le majoritaire, le plus important. D'accord. Et donc, à chaque fois qu'on veut, par exemple, aujourd'hui, j'ai mon activité principale. Si plus tard, je souhaite ajouter une activité secondaire, il faudra que je revienne sur le formulaire et puis que je complète l'activité secondaire. Honnêtement, vous n'êtes pas obligé. Ce qui est important pour vous, c'est que vous ayez le bon, ce qu'on appelle le bon code NAF ou le bon code APE. Ce qui est en fait votre code de secteur d'activité, qui vous rapproche le plus de votre secteur d'activité. Okay. Ça, c'est important parce que du coup, on va vous identifier en tant que traiteur à domicile ou restaurateur. Vous voyez, ça, c'est important pour qu'il y ait une clarification sur votre activité. D'accord. Même si vous travaillez avec d'autres boîtes, avec d'autres fournisseurs, dans votre attestation D1, l'équivalent du CABIS pour les auto-entrepreneurs, ce sera stipulé, en fait, il y aura marqué Jonathan Bénard, entrepreneur individuel en micro-entreprise, et il sera indiqué votre numéro APE. D'accord. Donc là, par exemple, moi, je vous ai mis restauration, activité non sédentaire. Donc ça, vous regardez si c'est oui ou si c'est non. Donc là, non. Activité permanente. Alors la subtilité qu'il y avait pour vous. Commerce et artisanat de détail. C'est la rubrique que j'ai trouvée. Est-ce que vous allez trouver la même ou pas? Alors, vous avez indiqué. Alors moi, ce que j'ai mis industrie et artisanat de fabrication, après industrie alimentaire et fabrication d'autres produits alimentaires. Mais je n'étais pas sûr. Ouais. Vous n'êtes pas vraiment dans l'industrie. Oui, c'est ce que je me suis dit, mais après… Dans l'artisanat. C'est ça. Vous êtes dans l'artisanat de détail. D'accord. Et moi, qu'est-ce que je vous avais mis? J'avais mis plutôt cette rubrique-là, sachant qu'il y a aussi cette rubrique-là qui pourrait, mais vous voyez, il n'y a rien qui correspond exactement au traiteur à domicile, commerce de détail. Et là, sur événements et marchés, qu'est-ce que je vous avais trouvé? C'est pour ça que vous, potentiellement, il y a des chances que votre code APE ne corresponde pas exactement à votre activité. Donc, dans ce cas de figure, ce qui arrive fréquemment d'ailleurs,
vous avez la possibilité de demander à changer le code APE. C'est pour ça que je vous l'ai mis sur la plateforme. Et moi, je l'ai fait. Alors, il faut peut-être les relancer une ou deux fois, mais ils le font très bien. Vous voyez, ils demandent de modification du code d'activité principale APE. D'accord. Donc là, en fait, vous rentrerez votre numéro d'affiliation, là, tiret. Vous allez désigner votre activité et vous indiquez l'heure aussi le code APE qui vous correspond. Alors, vous, ça va être, si on met code APE. Et par contre, si on met en catégorie 2, vente à domicile, est-ce que ça peut être… Oui, si c'est dans le cadre de l'artisanat. Parce que du coup, en catégorie 1, donc j'ai commerce et artisanat de détail. Catégorie 2, vente à domicile. Et là, par contre, j'ai pas de catégorie 3. Ça me met que vous déclarez une activité de forme commerciale. Là, ah oui, par contre, c'est ça qui m'avait tilté la première fois. C'est la formalité nécessitera un traitement par le greffe. Ouais. Regardez, votre code APE, déjà, c'est celui-là. 56 21 16. Donc, comme ça, je vais vous le donner, service traiteur. Je vais vous le mettre dans le chat. Ça, déjà, c'est important que vous l'ayez en tête si jamais il y a une trompe, qu'il y a eu une erreur. Alors, vous m'avez dit, est-ce que, rappelez-moi votre catégorie numéro 1. Commerce et artisanat de détail. Ok. Ensuite, vous avez mis quoi? Vente à distance? Vente à domicile? Ouais, vous, c'est pas une forme commerciale, c'est une forme artisanale. C'est pour ça que moi, j'aurais tendance à… Parce qu'en fait, il va vous envoyer vers le greffe et le greffe va vous requalifier en vous disant que vous ne dépendez pas de chez eux. Oui, comme a fait l'URSSAF. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, le greffe, il ne prend que les commerçants. D'accord. Vous dépendez de la CMA. Donc, vous allez être rebalancé chez eux. Il vaut peut-être mieux que vous choisissiez vente et commerce de détail sur événement. Moi, j'aurais dit ça. Et puis, parce que là, si vous voyez bien, il n'y a que des artisans dans ces rubriques-là. Et donc, vous, si vous vous mettez sur cette catégorie-là, ah ouais, forme commerciale, ça c'est dingue. Non, ben, du coup, après, vous avez commerce de détail sur éventaire, d'ailleurs, je sais pas ce que c'est, et marché. Non, mais si vous allez au bout de la démarche, commerce de détail, ouais, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, ils vous envoient vers le commerce et pas l'artisanat. Donc là, vous aviez pensé que c'était peut-être par cette rubrique-là. Ça, c'est dingue. Et je suis passé sur l'industrie et artisanat de fabrication parce que du coup, à la fin de la catégorie, c'est ce qui correspondait selon moi. Ouais. Et après, vous avez choisi quoi une fois que vous êtes industrie alimentaire? Alors, j'ai choisi en catégorie 1, industrie et artisanat. Après, en deuxième, est-ce que j'avais encore… Ah, c'est peut-être ça. Ouais, ok, j'ai trouvé, regardez. Industrie, artisanat de fabrication, industrie alimentaire, donc si vous faites l'industrie. Et après, il y a fabrication d'autres produits alimentaires. Et là, vous êtes considéré comme, comme un artisan. Un artisan, voilà. Ah, vous ne faites pas d'industrie. Bon, bah, c'est pas… Il faut aller chercher. Non, elle n'est pas très bien opérée, hein, cette plateforme-là. Mais on n'a pas le choix, en fait. Vous pouvez passer que par eux. Hein. C'est ça. Et donc là, CMA, donc effectivement, il vous précise, hein, la formalité nécessiterait un traitement par la CMA. Donc en fait, une fois que vous aurez validé tout votre dossier, c'est eux qui vont prendre en main votre dossier. Vous me direz si le traitement il est long, parce que la CMA, ils font pression hein, sur les porteurs de projets, enfin, sur les créateurs d'entreprises, et ils ont tendance à freiner les traitements et à vous demander ce qu'ils ont fait là, une centaine d'euros pour traiter 3 papiers. Quoi. Ouais. Ben, on va travailler au black. Hein. Je ne sais pas pourquoi c'est pas légiféré, parce que normalement, ils n'ont pas le droit de le faire. Donc voilà, justificatif de qualification professionnelle artisanale. Vous en avez pas besoin parce que vous êtes traiteur à domicile. C'est ça. D'accord. Donc ça, il faudra que vous… Voilà, aucun JPA pour cette activité.
Ok, donc ça, mettez-le parce que sinon, ils vont vous réclamer des documents. On passe à l'étape suivante. Normalement, on est bon. Oui. L'activité principale, restauration. Vous pouvez peut-être mettre, vous avez mis quoi? Traiteur à domicile? Voilà, traiteur à domicile, entre parenthèses à rapporter, préparation alimentaire de cuisine réunion. Ok, super. Ok, ça c'est bon. Après, vous avez votre nom de domaine. Ça, vous pouvez peut-être l'intégrer aussi si c'est déjà choisi. Alors ça, j'ai pas bien compris ce qu'il voulait que je mette comme nom de domaine, c'est-à-dire. Normalement, le nom de domaine, c'est l'URL de votre site internet. Sauf que pour le moment, j'en ai pas. Ok, donc on avance. Ce n'est pas un champ obligatoire. Alors, le versement libératoire. Donc ça, je vous ai mis un petit élément de compréhension. Il est ici. Donc, en fait, pour l'impôt, vous avez deux options. Soit vous payez votre impôt de manière classique, c'est-à-dire que, alors, on va y venir, tac, tac, tac. Votre chiffre d'affaires, vous allez déclarer, quand vous allez déclarer, il y aura une case salaire et une case qui sera dédiée à l'activité non salariée. Sur ce chiffre d'affaires que vous allez déclarer, vous bénéficierez d'un abattement forfaitaire. Enfin, c'est un abattement proportionnel. Vous serez déclaré dans les activités de vente. Donc, d'office sur votre chiffre d'affaires, on va vous déduire l'abattement de 71%. D'accord? Et donc, c'est le restant dû qui constituera, qui va rentrer dans votre rémunération globale avec votre salaire. D'accord. D'accord? Ça, ce sera fait de manière automatique. D'accord. Donc ça, c'est une option. Après, ce qu'on appelle le versement libératoire, il est juste en haut. C'est une manière de payer, de rajouter à la cotisation URSSAF. Donc, de mémoire, vous êtes à 12,80. Et sur ce 12,80, tout au long de l'année, vous allez payer un petit peu plus au titre des impôts sur le revenu. Donc, il faut calculer si c'est intéressant pour vous. Donc, par exemple, vous serez sur les activités de vente. Donc, au lieu de payer 12,80, vous paierez 13,80 de cotisation tous les mois. Donc, ça, c'est un calcul à faire parce que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui est beaucoup imposé. Mais il y a quand même une petite faille. C'est pas proposé à tout le monde. Il y a une condition pour bénéficier du principe de versement libératoire, c'est que, alors je vais vous trouver le montant. Vous voyez, 13,80. Tac. C'est pas là. Voilà. Vous devez, pour une adhésion à l'option en 2022, vous devez en N-2, donc en 2020, avoir un revenu fiscal de référence qui ne dépasse pas un certain seuil. Donc, il faut regarder ces montants-là. Parce que ça peut être hyper... Mais il faut faire le calcul. C'est-à-dire qu'il faut calculer votre chiffre d'affaires en N-2, votre chiffre d'affaires, non, votre revenu fiscal de référence en N-2 pour voir si vous rentrez, si vous avez le droit à cette option. Parce qu'en fait, c'est une option. Et vous ne pouvez pas naviguer entre les deux. Hein. Ce n'est pas possible avec les impôts, c'est irrévocable. Donc, ça peut être intéressant si vous êtes en dessous du seuil de payer tous les mois 1% de cotisation. D'accord. Donc ça, c'est un calcul à faire. Et dans ce cas-là, eh ben, vous intégrerez pas votre chiffre d'affaires sur la partie imposition sur le revenu, puisque vous allez le payer tous les mois. D'accord. C'est un peu subtil, mais ça vaudrait peut-être le coup d'aller voir les impôts pour leur poser la question et faire une petite simulation par rapport à votre tranche d'imposition. D'accord. Bon, c'est noté. Ouais, mais ça, c'est vraiment au cas particulier. Pour autant, si vous avez des enfants et tout, ça peut être cool. Hein. En bénéficier. Donc, un calcul à faire, c'est pas agréable, mais il faut prendre rendez-vous avec le service des impôts. C'est facile, alors maintenant tout se fait en ligne. Le rendez-vous, vous pouvez le prendre en ligne via votre espace en ligne impôts.gouv.fr. Mais ça peut être bien si vous payez un peu d'impôts, ça peut vous éviter de passer à une tranche supérieure.
D'accord. Et il va falloir faire des petites simulations comptables. Oui, parce qu'effectivement, je me suis posé la question de comment ça allait se passer au niveau des impositions, enfin des impôts. Et Ah ça. ouais, il va y avoir une incidence fiscale. Mm. Donc, soit impôt sur le revenu ou soit prélèvement libératoire. Et puis après, le truc après qui est, je trouve ça quand même un peu tiré par les cheveux, ça veut dire que vous êtes censé déjà savoir quel sera votre chiffre d'affaires D'accord. pour l'année en cours. Donc, Bah, je suis assez d'accord. Là, pour le coup, c'est ouais, on navigue un peu à vue, hein. Oui, je suis assez si à la d'accord. limite, il donnait encore une tranche, là, ça te permettrait de choisir. Mais là, en fait, c'est. Bon, après, ça à voir, hein. Je pense que. Moi, le mieux, alors, effectivement, il faudrait que vous ayez un chiffre d'affaires prévisionnel pour avoir une base de calcul. Mm. Il faudrait que vous fassiez une simulation parce que vous avez déjà des commandes. Donc, ça veut dire que potentiellement, enfin, vous avez au moins un minimum, vous aurez en démarrage de projet déjà une commande par semaine. Et si j'ai bien compris, au moins d'une centaine de convives. Donc, il faudrait voir un peu, ça, il faudrait étudier votre grille tarifaire pour voir comment vous allez chiffrer. Oui, bah, en fait, il me manque juste le numéro de SIRET pour pouvoir bénéficier des tarifs professionnels auprès Ah ouais, ça vous bloque, ok. ça qui- Ok. Donc ça, alors du coup, on y revient. Donc ça, on en a parlé, le versement libératoire. Je vais juste mettre le lien dans le chat si je ne l'ai pas fait. Ouais, je vais le faire vite rapidement. Donc voilà, donc là, option libératoire. Alors, moi, j'ai mis oui. Ouais, mettez oui, mais par contre, méfiez-vous parce que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc c'est pour ça, si il faut vite faire votre calcul Mm. pour parce que de mémoire, je crois. Alors attendez, est-ce qu'ils vont nous dire montagne majorité de 50% de l'État. Bon, ça c'est obscur. Je vais juste regarder, vérifier que c'est bien. C'est versement libératoire. Est-ce que c'est irrévocable? Vous ne pourrez pas intervenir rétroactivement pour l'année en cours. Voilà, l'année. Mais je pense que dans un sens, ça se fait pas, mais dans l'autre sens, ça se fait. Parce que selon moi, donc, par exemple, je prends N-2, je vais être dans comment dire, dans les critères pour pouvoir bénéficier. Mais dans 2 ans, j'y serai plus. Ouais, bah donc profitez de cet avantage cette année. Donc, je pense qu'après 2 ans, il va y avoir un ajustement qui va se faire et puis je Ah bah ils reviendrai. vont vous sauter, hein. Dès lors que N-2, l'année suivante, vous dépassez du seuil, de toute façon, ils vont annuler l'option. C'est ça. Ouais. OK. Donc ça, on passe. Et donc voilà, juste les pièces jointes à joindre. Donc votre pièce d'identité. Alors, l'attestation sur l'honneur de non-condamnation, je vous ai mis un petit modèle à disposition sur la plateforme. Elle est ici, hein, la déclaration de non-condamnation. Et en fait, ça ressemble juste à ça. C'est l'attestation sur l'honneur. Tac, tac, tac. Qui déclare que vous n'avez pas fait l'objet de condamnation pénale. Nanana. Vous le complétez et vous le joignez directement en sélectionnant le fichier. Votre justificatif d'adresse de l'entreprise. Ça vous est demandé, c'est obligatoire. Attestation d'élection de domicile, ça n'est pas obligatoire. Attestation de renonciation, ça n'est pas obligatoire non plus. La procuration, si vous avez un mandataire, elle est ici. Et c'est tout, hein. Une fois que vous avez tous les éléments, vous avez un récap. Voilà, donc là, CMA. D'accord. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez tout revalider les données que vous avez transmises. Par contre, je me pose la question. Ouais, normalement, on a indiqué l'adresse mail. Donc, si. Hop, 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 Oui, par défaut, j'ai mis pour le moment. ouais, vous l'avez mis, hein.
Alors, attendez, si je mets valider le dossier. Pour les documents, ils se trouvent dans l'atelier et annexe, c'est ça? Atelier Ah, les collectif. documents. Alors, les documents, je les ai mis en dessous et sinon, effectivement, ils apparaissent dans les annexes. Alors, attendez, je reviens dessus. Ouais, ils apparaissent ici. Vous avez l'œil, hein. Alors, créer la micro-entreprise, c'est ça. Ah, non. Moi, j'ai créé et géré une micro-entreprise. C'est pas la même chose encore. Qu'est-ce qui vous manque? Alors, attendez, j'ai pas compris. Alors, attendez. Ah, voilà, c'est bon, je crois que j'ai compris. Déclaration. Ah, je pense que je n'étais pas dans le bon onglet. En fait, donc, et vous cherchez quoi comme document, Jonathan? Le document de déclaration sur le maire. Ah ouais, bah ça, je peux vous mettre dans le chat, hein, vous irez plus vite, hein. D'accord, oui, bah, effectivement. Un PDF, hein, donc tac, comme ça vous l'avez. Et c'est tout, hein. Il ne vous demande pas d'autres documents. Donc en fait, dans les faits, il y a deux, trois subtilités. Là, il y avait le versement libératoire et l'incessabilité de la résidence principale. C'est Ah, ça les deux subtilités, hein. par contre, je vois aussi qu'il vous demande le justificatif d'identité faisant état du mariage pour un conjoint collaborateur. Mais s'il n'y a pas de conjoint collaborateur, on ne le fournit pas. Non, D'accord. vous n'avez rien à fournir. Ok, bon, ben, j'imprimerai le document et je pourrai joindre les deux documents du coup. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres petits points de vigilance, des petits points bloquants? Non, bah après, c'était essentiellement en fait sur les précédentes étapes où Ouais. enfin, c'est un peu flou parce qu'on n'a pas suffisamment. Il Moi, n'y a j'ai pas d'infos, donc je comprends, hein, il n'y a aucun tutoriel. c'est l'étape de l'insaisissabilité, donc ça, oui, Ça, je vous le remets aussi, la demande là, de modification APE. Parce que ça, les gens, en fait, c'est pas très connu, hein, cette démarche-là, que vous pouvez changer, demander à changer de numéro APE. Et ça, vous en aurez besoin, surtout si vous travaillez avec des fournisseurs. Ils vont s'étonner si le code APE ne correspond pas. ah, mais ça, je confirme. Bah ouais, ce qui est normal. Ok, ça, normalement, je vous ai mis l'onglet. Ok, alors on va juste avancer. Il est déjà 15 heures, hein, ça avance, hein. Eh oui, le temps passe vite. Donc là, nickel. Alors, je retourne sur mon onglet parce que forcément, je l'ai perdu. Donc là, on est à l'étape numéro 2. Le programme, le statut. On va passer à l'étape 3. Donc, c'est déclarer le chiffre d'affaires. Donc, ça va se passer de la même façon, hein, pour tout le monde. La plateforme, elle sera ici. Ça, D'accord. je vais passer assez vite parce que c'est quand même très enfantin. Il n'y a rien de sorcier. Hop. Oui, pour le coup, l'URSSAF, c'est très C'est bien. bien fait, hein? Ouais, je Ah, suis... oui, c'est allé très vite. J'ai dû le faire en 10 minutes, même pas. Après, bon, bah, manque de peau, j'étais pas. Ouais, vous n'avez pas eu de chance et en plus, ils sont en train de tout. Et en fait, ils essayent de bien faire les choses, mais quand c'est en phase démarrage, les plateformes comme ça d'inscription, c'est pas simple. Donc là, vous vous connectez à votre compte. Mhm. En amont, vous avez reçu une petite, ça c'est bien fait aussi. Vous recevez une petite alerte de l'URSSAF qui vous dit bah, il est temps que tu déclares ton échéance de chiffre d'affaires. Donc ça c'est bien, vous avez une alerte, vous n'êtes pas surpris si vous ne l'avez pas noté dans votre agenda. C'est ça. Donc en fait, ça va juste s'afficher comme ça, avec un petit onglet rouge, mon échéance en cours, pardon. Vous avez juste à cliquer dessus. Voilà, et c'est super bien fait, hein. Vous allez rentrer votre chiffre d'affaires. Donc, si vous êtes en vente de marchandises, en prestat, commercial ou artisanal, dans ces cas de figure, vous rentrez, vous, votre chiffre d'affaires. À mon avis, ouais. Vous serez là, hein, service artisanal, traiteur à domicile. Vous ne faites pas de la revente de marchandises, hein, donc vous serez là, hein. Mais donc, du coup, le fait de faire en fait l'inscription sur une autre plateforme, sur entre guillemets le point, Ouais, on reste quand même à l'URSSAF. ouais. En fait, votre compte en ligne il sera là, hein. D'accord. Donc, en fait, c'est les deux organismes qui font entre guillemets le lien pour. Oui. Nous, on n'a pas à intervenir.
Ah, la CMA, c'est eux, c'est la CMA qui va faire le lien. Alors, des fois, ils prennent un peu de temps. Donc, ça, il faudra peut-être que vous les relanciez. Mais c'est eux, en fait, qui traitent parce que vous serez enregistré en tant qu'artisan chez eux. D'accord. Donc là, vous rentrez votre chiffre d'affaires. Je vous invite à quand même à être très vigilant sur le traitement de votre dossier. Non. C'est long, hein. Chez eux, c'est long. Je ne me l'explique pas. Autant avec le greffe, les commerçants et puis les libéraux, c'est rapide. Les artisans, c'est extrêmement long. Donc, il ne faut pas hésiter à envoyer des mails, à les appeler. Hein. Ouais, c'est pour décourager. C'est plus pour le faire payer, en fait. Parce qu'ils vont ils vont vous convaincre, enfin, ils vont essayer d'argumenter sur le fait qu'un traitement administratif chez eux, c'est payant et que si vous payez 100 euros, votre affiliation elle va prendre 24 heures. Enfin, j'exagère, mais elle va prendre 5 jours. C'est sûr. Donc, c'est un peu scandaleux, mais je vous dis juste ce que j'entends. D'accord. Bon, bah, je verrai bien. Donc là, vous avez rentré votre chiffre d'affaires. Oui. Une fois que vous l'avez rentré, il va d'office calculer le montant de la cotisation qui vous a imputé. Donc, par exemple, là, sur 13,80, le prélèvement libératoire, il a été intégré dessus. D'accord. Sinon, c'est 12,80. Non, nous, on avait dit quoi? Ouais. 80. Ouais. Donc, voilà. Et là, vous payez directement par carte bancaire. D'accord. Voilà, elle se trouve juste ici. C'est extrêmement simple. Oui, oui, c'est pour ça que je passe assez vite, c'est qu'en plus, c'est bien expliqué sur le site internet. Vous avez énormément de tutos à disposition et même tout est guidé. Et ce qui est chouette avec eux, c'est que si vous avez une problématique, une question, ils sont réactifs. Donc, vous n'êtes jamais laissé à l'abandon. Vous avez toujours un interlocuteur. Donc, ça, c'est quand même assez appréciable. D'accord. Bon, là, je vous ai remis le simulateur, on l'a déjà vu. Là, vous avez encore un petit tutoriel mis à disposition. Donc, ça, c'est assez simple. Alors, ensuite, un petit outil sympa aussi pour le micro-entrepreneur ou l'auto-entrepreneur. L'idée, c'est la seule obligation qui est liée à votre activité, c'est de tenir un registre de recettes et de dépenses. Donc, vous pouvez le travailler sur Excel, vous pouvez le travailler sur papier. Tout ce que vous encaissez normalement ou ce que vous décaissez dans le cadre de votre activité, il est censé apparaître quelque part. Les montants doivent apparaître quelque part. C'est ce qu'ils appellent le registre des recettes et des achats. Il est là. Hop. Donc, le mieux, c'est d'avoir un outil. Alors moi, c'est ce que j'utilise et ce que je mets à disposition de mes porteurs de projets, c'est cet outil-là, la timeae.fr. Il est extrêmement intuitif et ça vous permet de répondre à votre obligation et vous de suivre aussi vos chiffres. D'accord. Bon, bah, je vais vite le télécharger. Donc, en fait, vous n'allez même pas le télécharger, vous devez juste créer votre compte en ligne. Alors, je vais vous faire une petite simulation. Hop. Alors, est-ce qu'il marche? Voilà. Il y en a d'autres. Hein. Par exemple, si demain, vous voulez un compte en ligne en tant que micro-entrepreneur auprès, par exemple, de néobanques, il y a TimeAE qui propose un compte pro, il y a Shine, il y a Conto, et après, il y a les banques classiques. Mais ce qui est bien, c'est que dans ces formules-là, c'est qu'eux, ils intègrent toujours un petit outil comme ça qui permet à l'auto-entrepreneur de gérer ses devis, ses factures et de gérer son registre de recettes et des achats. C'est pas mal. Donc, alors, je vous montre rapidement. Vous, par exemple, ça peut vous arriver d'établir des devis. Donc, on va faire un petit devis rapidement. Donc là, vous intégrez votre logo. La facture, en plus, ou le devis ou la facture ressemble quand même à quelque chose de professionnel. Ça ne fait pas trop amateur. Ouais. Donc là, vous mettez vos coordonnées. Vous avez votre client. Donc, moi, je vais mettre un client enregistré. Les clients, il est ici. Votre intitulé de devis. Donc là, on est sur, je ne sais pas, prestation anniversaire. Je vais écrire. Voilà. La date, elle est automatique. Là, à vous de mettre la durée de validité de votre devis. Vous mettez juste l'intitulé. Donc,
je sais pas, ça va être, allez, 100, 100 repas. C'est pas très cohérent. Repas, ça, spécialité. Là, les quantités, soit vous travaillez et vous avez décidé de choisir un forfait, soit vous pouvez décider de travailler à l'unité, donc l'unité repas, soit vous travaillez à l'heure. Enfin, vous avez un certain nombre de possibilités. D'accord. Donc, par exemple, hop, voilà, votre unité, je sais pas, tac, tac. Ça vous calcule ça d'office. Et l'intérêt, donc là, vous avez aussi la possibilité de rajouter vos mentions. Donc là, on va y revenir, on va parler un peu de la TVA. La TVA, vous êtes en seuil de TVA jusqu'à un certain, vous êtes en franchise, pardon, de TVA jusqu'à un certain montant. Donc là, on regardera au niveau des artisans et puis des prestations de services. Mais effectivement, quand on démarre, on ne facture pas la TVA. On est sur une base hors taxe d'office pour tous les micro-entreprises qui démarrent. Donc là, vous avez un devis. Il faudra indiquer que vous êtes… Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Je ne sais pas, mais ce n'est pas grave. Vous créez votre devis ici et vous pouvez le transformer en facture. Donc là, vous le transformez en facture puisqu'il a été accepté. Vous créez la facture, hein, tout simplement. Donc la facture, elle existe, elle n'a pas été envoyée. Donc imaginons que vous l'avez envoyée à votre client. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est assez intuitif. Et vous vous rendez compte que c'est bon, vous avez livré votre prestation, vous avez été livré, vous avez été payé, pardon, par virement, je ne sais pas, le 24. Et vous avez été payé, là vous avez les modalités de règlement par virement. Et c'est là où vous l'ajoutez à l'encaissement au registre des recettes et des achats. Et il va s'enregistrer automatiquement. Donc elle se trouve ici, votre prestation, elle a été réglée. Toutes vos factures, elles sont enregistrées ici. Vous répondez donc à votre obligation de mettre à jour un registre des recettes et des achats. Ça se trouve ici, ça peut vous être demandé par le service des impôts. Tout est enregistré par ici. D'accord. Du coup, quand on fait les différents devis, enfin, on va dire plutôt les facturations, ça s'enregistre automatiquement dans ce registre. Oui, c'est ça. D'accord. Vous, votre seul boulot, c'est de vous assurer que vos factures, vous avez bien, vous êtes assez vigilant pour regarder quand elles sont encaissées. Une fois qu'elles sont encaissées, que vous avez tout enregistré, normalement, ce boulot-là, vous le faites assez bien parce que quand on voit les sous arriver, on le fait, hein, ça dure pas longtemps. Et là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous avez un espèce de tableau de bord qui vous permet de mesurer ce que vous avez gagné tous les mois en chiffre d'affaires. D'accord. Et ici vont apparaître potentiellement les factures qui sont en attente de règlement ou qui sont en retard. D'accord. Donc ça, et puis ça, donc du coup, vous pourrez régulariser si effectivement vous n'avez pas enregistré les factures qui ont déjà été réglées. Il faudrait juste revenir ici en fait. Okay. Et là, il fait un cumul en fait de votre chiffre d'affaires de l'année. D'accord. Et est-ce qu'il nous fait aussi un diagramme sur les dépenses? Alors ça, c'est à vous de les enregistrer, les dépenses. Là, je n'ai pas bien fait l'exercice, mais elles sont là, en fait, les dépenses. Et ça, les dépenses, il faut. Alors, c'est à vous de les ajouter, les dépenses. Alors, attendez, c'est plutôt ici. J'ajoute une dépense dans mon registre. Voilà, 22, montant, je sais pas, 23. Et là, vous avez les possibilités de tout ce qui est lié à votre activité. Donc là, vous avez à peu près tout, hein, cotisation. Et je pense que vous pouvez ajouter de nouveaux champs. Ouais, c'est ça. Vous pouvez créer vos champs. Voilà, vous le créez. Vous dépenses liées à votre activité. Charge, valide. Voilà. Super. C'est pas trop mal. Ouais, pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autres outils, mais ça doit exister. Mais moi, c'est celui que j'utilise à titre en tant que micro-entrepreneur. Donc, je trouve qu'il est assez bien fait. Ça suffit pour l'usage qu'on s'en fait.
Et ce n'est pas chronophage. D'accord. Donc voilà. Après, je vous ai mis là sur la plateforme tous les petits tutoriels qui sont quand même assez bien faits. Comme c'est un outil qui est facile à prendre en main, je vous ai quand même mis les tutos, mais c'est que des tutos images. Donc voilà, ça se visionne assez bien. D'accord. Donc ça, chapitre 4, on avance. Alors, ensuite, en tant que micro-entrepreneur, vous avez donc les cotisations à payer tous les mois, ça on en a parlé. Mais à partir de la deuxième année d'activité, deuxième année civile, vous êtes redevable de ce qu'on appelle, toutes les entreprises sont redevables de la CFE, cotisation foncière des entreprises. C'est en fait l'équivalent d'une espèce de taxe d'habitation. Et elle est vraiment liée à votre domicile. Donc, en fait, même si vous n'avez pas de locaux, vous êtes redevable d'un minimum de CFE. Donc, après, ça dépend vraiment de où vous habitez. C'est-à-dire que dans les grosses mégalopoles, c'est beaucoup plus cher que dans des campagnes. C'est un peu comme la taxe d'habitation. On en paye un petit peu quand même. Et c'est un peu le même principe. C'est que plus vous êtes dans une zone d'activité dense, plus vous payez cher. Ce qui est cohérent, hein, parce que plus vous êtes censé avoir de chiffre d'affaires. Donc voilà, donc la base de calcul, elle est très variable. Vous voyez, et puis ça dépend de votre activité aussi. Donc 223 €, ça c'est le minimum. Et ça peut aller jusqu'à des gros montants, mais ça c'est pour les grosses boîtes. Hein. C'est pas pour nous. Parce qu'avant d'en arriver là. Ouais, mais ça veut dire que vous avez des centaines, voire des milliers de mètres carrés de bureau. Hein. Ah, oui. Donc voilà, donc ça, il faut le savoir. CFE exonéré au début d'activité, après il vous tombe dessus. L'idée, c'est que vous avez la possibilité de faire la déclaration initiale de CFE. D'accord. Pour le faire, vous êtes obligé de passer par l'étape de la création de votre espace professionnel impôts.gouv.fr. Et ça, vous en aurez besoin dans tous les cas d'avoir un espace pro. C'est l'équivalent d'un espace perso, sauf que il est dédié aux professionnels. Et là, vous avez petite vidéo tutoriel qui vous explique comment faire la création. Il vous faut juste une adresse mail qui sera dédiée à l'activité professionnelle. Et il va vous demander aussi un RIB pour l'activer. Ça fait moins plaisir, mais sinon, vous ne pouvez pas l'activer. Ouais. En fait, l'étape, c'est vous créez votre compte en ligne. De mémoire, vous créez votre compte en ligne. Ensuite, il vous envoie par la poste un code d'activation. Ce code d'activation, vous l'intégrez dans le lien pour créer votre espace en ligne. Il va le valider. Et une fois que vous allez le valider, il va vous demander votre RIB. D'accord. Et si vous ne donnez pas votre RIB, votre compte n'est pas activé. D'accord. Avant, c'était pas comme ça. L'année dernière, il y a 2 ans, on pouvait activer sans mettre son RIB. D'accord. Là, j'ai décidé de le mettre. Il faut que j'ai mon compte bancaire pro pour pouvoir l'activer. Ouais, alors compte bancaire pro pour les micro-entreprises, c'est rapide. C'est vraiment, c'est rien du tout. Hein. Autant pour un compte de société, c'est long parce que ça nécessite des démarches. Là, pour le coup, c'est très rapide. Donc, vous n'avez même pas cette excuse d'attendre d'avoir votre RIB. D'accord. Donc, voilà. Donc ça va être important, votre compte professionnel, parce que si demain, vous marchez bien et que vous êtes redevable de la TVA, que vous dépassez les seuils, c'est ici que vous allez faire votre déclaration mensuelle de TVA. Donc, c'est pour ça que cet espace, il faut l'avoir dans tous les cas. D'accord. D'accord ? Donc ça, je vais passer sur la CFE. Là, c'est un tutoriel, donc si demain, si vous avez besoin de le faire, la vidéo elle est bien faite. D'accord. Donc ensuite, la TVA. Donc ça, la TVA, je vais essayer d'être claire, de pas trop aller dans les points de détail parce que c'est pas le sujet généralement d'un démarrage d'activité.
Mais il faut l'avoir en tête qu'il y a quand même des petites subtilités sur la TVA. Donc, TVA, pour rappel, on est sur une TVA à 20%, hormis sur la majorité des biens et services, hormis pour l'alimentation, on est à 10%, ce qui vous concerne. Après, il y a les services à la personne, donc ça, j'avance un peu. Dans le BTP aussi, c'est du 10% avec la subtilité d'avoir un bien qui a plus de 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Le taux réduit de 5,5, donc ça peut vous concerner pour les boissons, boissons sans alcool, voilà, les boissons à 5,5. Donc ça, ça va être 10% et 5,5. Je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Vous avez un petit récap ici. Donc ça, il faudra le définir parce que vous livrez chez les gens. Non, ils viennent chercher. Ah, ils viennent chercher. Oui, je dis. Ok. Donc, du coup, ah ouais, ça on n'en avait pas parlé. Du coup, vous serez là-dessus alors. Vente à emporter. Ouais, vente à emporter sans consommation immédiate. Ok. Bon, parfait. Donc, comment fonctionne la TVA? TVA collectée, TVA déductible. Quand vous êtes, en fait, la TVA, c'est l'impôt de l'État. Donc, en fait, on est juste des intermédiaires en tant qu'entrepreneur, même particulier. Sachant que nous, les entreprises, l'avantage, c'est qu'on peut récupérer de la TVA, ce qu'un particulier ne peut pas récupérer. Donc, TVA collectée. Quand vous êtes en TVA, quand vous êtes redevable de la TVA collectée. C'est-à-dire que si demain, vous avez une commande et que vous avez dépassé les seuils de TVA et que du coup, vous facturez la TVA à vos clients, vous avez collecté de la TVA pour l'État. Mais en amont, vous avez aussi payé à vos fournisseurs de la viande. Oui. Donc, vous avez de la TVA déductible. L'État vous doit cette partie de TVA que vous avez payée quand vous êtes fourni. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a de la TVA collectée qu'on a perçue et de la TVA déductible qu'on a payée. On déduit, en fait. Et si vous avez plus de TVA déductible, donc si vous avez payé plus de TVA à vos fournisseurs que vous n'avez collecté de la TVA, l'État vous doit de la TVA. Donc, vous êtes en bénéfice de TVA. Vous avez un petit plus. Donc, vous n'avez rien à payer. C'est l'État qui vous doit de la TVA. D'accord. Mais le contraire, qui arrive plus fréquemment, c'est que on a plus de TVA collectée parce qu'on a bien travaillé. Donc, du coup, on a un montant supérieur de TVA collectée et on a un montant inférieur de TVA déductible. Dans ce cadre-là, le différentiel fait qu'on doit de l'argent à l'État sur sa part de TVA collectée. D'accord. D'accord. Donc, des fois, ça dépend des activités, mais si vous avez commencé à grandir, la TVA, ça peut être intéressant parce que vous pourrez déduire la TVA de vos achats. Et vous allez avoir pas mal d'achats de marchandises. Donc, la TVA que vous allez payer, vous pourrez la récupérer. D'accord. Donc, ça, je passe. C'est un peu ce que je vous ai expliqué. Alors, il y a des cas pratiques qui sont peut-être à relire parce qu'ils sont peut-être un peu plus clairs que mon explication. Alors, non, en fait, j'ai compris. Après, c'est vrai que ça va être une anticipation à avoir en fonction de ce qu'on va payer comme TVA et puis de ce qu'on va récupérer ensuite. Exactement. Donc là, voilà. Donc là, on va parler un peu des seuils. Alors, à quel moment on passe en TVA? Donc déjà, il y a 3 régimes de TVA. On est tous, quand on démarre, en franchise en base de TVA, c'est-à-dire qu'on ne paye pas de TVA. On ne facture pas de TVA. Et quand on achète, si vous achetez normalement, il n'est pas censé non plus vous facturer de la TVA. Donc, on est tous en franchise de TVA. Seulement, à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires, vous passez en TVA. Vous avez 2 régimes, 2 possibilités. Soit vous avez le régime réel simplifié ou le régime réel normal. Le régime réel simplifié, c'est la TVA que vous payez je crois que c'est par acompte de TVA, donc à peu près tous les 3 mois. Et on fait un calcul savant tous les 3 mois. Enfin, c'est pas vraiment simplifié, c'est extrêmement compliqué.
Donc, on préconise plutôt de passer en réel normal, c'est-à-dire de déclarer et de payer tous les mois sa TVA. D'accord. D'accord? C'est le plus classique, c'est le plus simple et c'est l'option que quasiment toutes les entreprises choisissent, à moins d'avoir une grosse structure. Et à ce moment-là, eux, ils sont plutôt basés sur ce régime-là, parce que ça leur permet de travailler sur les acomptes de TVA et avoir, enfin, c'est des grosses boîtes. D'accord. Alors, on est en franchise en base de TVA d'office, jusqu'à un certain seuil. Alors, pour les prestations, les achats-ventes de marchandises, on est sur ce seuil-là, 85 800. Et pour les prestats de services, on est sur du 34 400. Donc, ça veut dire que si vous dépassez sur une année, c'est toujours calculé par an, vous êtes censé passer en TVA, c'est-à-dire facturer la TVA et pouvoir récupérer la TVA. La petite subtilité quand même, c'est qu'ils savent pertinemment que, donc là c'est vraiment pour les grosses boîtes, donc ça je le passe, tac, le normal, voilà. Donc ça je voulais vous parler des seuils. Alors attendez, est-ce qu'on parle des seuils? Ah, ils sont là, pardon. Alors je passe, je vais aller un peu vite, voilà. Donc pour les montants, alors pour la vente de marchandises, on avait dit qu'on était sur il y a une distinction entre le seuil de franchise et le seuil de TVA. Vous avez une petite liberté dessus. Vous avez à peu près 10 000 € pour les ventes de marchandises. Ça veut dire que si vous dépassez 85 800 € de chiffre d'affaires, mais que vous ne dépassez pas ce qu'on appelle le seuil de tolérance, vous pouvez éviter de passer en TVA. En gros, c'est ça. Sur 2 années, vous êtes dans la tranche limite, mais ça passe, quoi. Et par contre, si vous explosez et que vous allez au-delà du seuil de tolérance, par contre, le mois suivant, vous devez passer en TVA. D'accord. Pour les prestats de services, c'est le même système, sauf que les montants ne sont pas les mêmes. On est sur du 34 400, ça c'est le seuil alors comment on appelle ça, le seuil de franchise, voilà. Et tolérance 36 500. Si vous êtes entre les deux pendant 2 ans, au bout de la 3e année, normalement, si vous les dépassez, vous êtes censé passer en TVA. Mais il y a quand même une base voilà, il y a une tolérance là-dessus. Si vous explosez les plafonds, par contre, vous passez directement en TVA le mois suivant. Voilà. En gros, c'est ça. Vous avez une petite base, c'est pour éviter d'avoir des gros bousculements d'activité et que vous ne soyez pas en mesure d'anticiper. L'idée, c'est d'anticiper le passage en TVA. D'accord. Donc, voilà. Alors, il vous explique concrètement avec des exemples un peu plus carrés, les seuils de tolérance. Ça, de toute façon, si vous commencez à avoir des bons chiffres d'affaires, c'est bien quand même de se rapprocher du service des impôts. Je pense que c'est plus cohérent de se dire voilà comment on fonctionne, à partir de quand est-ce que je dois vraiment passer en TVA ou est-ce que je suis encore dans le seuil de tolérance. C'est bien de se faire accompagner, je pense. Oui, je pense que si on a un chiffre d'affaires, autant voir directement avec un comptable. Un expert comptable aussi, ça peut être une idée si vous commencez surtout si vous avez de l'investissement. Un prestataire de service, ça, je pense qu'il peut le gérer assez facilement. Mais si vous commencez à avoir un bon chiffre d'affaires, allez voir un expert comptable, ça vaudrait le coup. D'accord. Parce qu'il peut vous proposer une autre solution qui serait plus intéressante. Donc, peut-être passer en EURL et vous ferez des simulations si c'est pas mieux de passer en société. Des fois, c'est plus intéressant que de rester en micro et de s'accrocher au statut de la micro, qui n'est en fait qu'un statut qui permet de tester un marché. Oui, ça c'est sûr. Ou alors d'être dans un cadre de complément d'activité. Dans ce cas-là, le statut de micro, il est idéal pour quelqu'un qui a un petit chiffre d'affaires, qui veut juste compléter son salaire. Là, c'est hyper intéressant. Mais si demain, vous voulez faire grandir la boîte, la micro-entreprise, elle ne vous suffira pas. D'accord. Et je pense que c'est bien qu'ils aient mis ça en place, parce qu'au bout d'un moment, après, on se pose la question de est-ce que la micro-entreprise est un statut qui me correspond à mon activité?
Bon, après, il vous explique hein, que vous pouvez, si vous avez une baisse de chiffre d'affaires, repasser en franchise dans base de TVA. Puisque le chiffre d'affaires, il est annuel et en fonction de votre chiffre d'affaires, vous pouvez enfin pas rétroactivement, mais vous pouvez sur l'année en cours repasser en franchise. D'accord. Donc voilà. Donc tout simplement, votre interlocuteur, c'est les impôts. Hein, si vous avez besoin de numéro de TVA, parce que dès lors que vous allez devoir facturer, il vous faudra le numéro de TVA. C'est obligatoire. Donc ça, on passe par la messagerie. C'est le même onglet que quand on a besoin de les rencontrer. C'est la même chose. Hein, c'est vous demander un numéro de TVA. Et il faudra bien sûr enlever la TVA, la mention qu'on a indiquée quand on passe en TVA. On enlèvera cette mention TVA non applicable. Donc voilà, voilà. Donc ça, qu'est-ce que vous avez? Oui, ça, je vous ai mis une petite vidéo de comment contacter les impôts. Mais enfin, je trouve qu'à la moindre question, il ne faut pas hésiter à les contacter, à les prendre rendez-vous. Alors, des fois, vous tombez sur des personnes qui sont extrêmement bien formées, donc elles sont de bons conseils. Des fois, c'est un peu aléatoire. Mais enfin, moi, je trouve qu'il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous. Hein. Ah, ben ça c'est sûr, hein. Sinon on risque d'avoir des surprises à la fin de l'année. Ouais, et ils vont vous le dire, hein, ils vont dire que si vous ne saviez pas, il fallait venir les voir. Et c'est faux. Hein. On sera toujours en tort. Ouais. Donc voilà, donc comment faire et l'accueil est assez sympa. Peut-être plus que pour les particuliers. Je trouve que le service des impôts des entreprises sont plus sympas que pour les particuliers. D'accord. Ben, on fait rentrer plus de sous. Hein. Enfin, je ne sais pas si on fait rentrer plus de sous, mais ils sont peut-être mieux formés à l'accueil des entreprises. D'accord. Alors, comment faire la déclaration de TVA? Là, vous avez un petit tutoriel aussi. C'est pas si compliqué dès lors qu'on comprend à peu près le principe. Donc là, on a créé notre espace professionnel. Donc, en fait, il ressemble à ça. D'accord. Voilà. Et vous devez déclarer votre TVA ici. Donc là, vous avez la petite flèche, tac, tac, tac. Vous avez un certain nombre de mois et il vous est demandé, en fait, de compléter le mois en cours parce que vous avez choisi l'option de déclaration mensuelle. Donc, c'est ici, avec la date limite de dépôt. Donc, c'est toujours vers les 15 du mois que vous devez déclarer le mois antérieur. Il ne faudra pas oublier ça. Ouais, alors, j'allais vous dire, ça ne m'arrive pas d'oublier. C'est pas vrai, mais il faut le faire. Donc, si vous avez, et moi je le note sur mon agenda parce que par contre, il ne vous envoie pas de notification. Ah oui, si vous avez oublié, c'est pour votre part. Pardon? Je dis, si vous avez oublié, c'est pour votre part. Ah. Mais ouais, il ne vous envoie pas de notif, hein, par contre. Hein. Il vous envoie la notif quand c'est trop tard et que vous êtes hors délai. Quoi. Oui, puis il vous dit qu'il y a une majoration de 10%. Voilà, c'est ça, 10%. Donc, c'est assez simple. En fait, on se base sur du hors-taxe. Donc, ça veut dire que le mois de juillet, vous avez rentré, je ne sais pas, 2 000 € hors-taxe de vente de prestations. Vous devez juste l'indiquer ici. Donc, on est toujours sur du hors-taxe. Vous l'indiquez ici. Tac, tac, tac. Donc là, il vous explique concrètement ou sur quel petit onglet, là, ici, les petits numéros, vous devez rentrer votre chiffre d'affaires. Donc là, généralement, nous, on est tous sur du A1, la première ligne. Il y a des cas particuliers, mais c'est plutôt du A1. Et ici, hop, vous allez rentrer votre base hors taxe. Donc, nous, on a vu, Jonathan, que vous, c'était plutôt sur du 5,5. Donc là, vous noterez votre chiffre d'affaires sur du 5,5. Si vous avez du 10, ben, vous noterez votre chiffre d'affaires qui a été facturé à 10%. Toujours sur du hors taxe. Hop, il y aura un petit calcul à faire. Donc, voilà. Ensuite, ça, je vous en ai parlé, la TVA brute. Voilà. Alors, ça, c'est bien, ça. C'est la TVA déductible. Ça veut dire ce que vous avez payé. Par contre, la subtilité, c'est que là, il vous demande d'aller chercher la TVA que vous avez payée à vos fournisseurs. Et vous allez le noter sur la ligne 20.
Donc ça, faut pas se tromper parce que on a une petite hésitation parce que sur les premiers éléments, ils vous demandent le chiffre d'affaires hors taxe, que le hors taxe, et là, ils vont vous demander la TVA que vous avez payée à vos fournisseurs. D'accord. Ok, donc ça, il faut pas se planter. C'est la ligne 20. Mais du coup, si on a différentes TVA, est-ce qu'il faut les cumuler ou comment ça se passe? Oui, vous les cumulez. Donc, si par exemple j'ai plusieurs factures à 20%, je mets uniquement 20%. Si j'ai Oui, des factures à 20, 15 et 5%, j'additionne l'ensemble. et vous additionnez tout le montant de TVA que vous avez payé, qu'elle soit à 10, à 5 ou à 20. D'accord. Ok. Ouais, donc ça, c'est un petit boulot. Donc c'est pour ça que Mais bon, ça vaudrait le coup d'avoir un petit logiciel dédié, hein. oui, je pense. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est pas très bien fait parce qu'en plus, c'est pas très clair. Donc voilà. Donc là, il vous explique hein, que vous pouvez récupérer la TVA sur pas mal de choses liées à votre activité pro. Donc bon bah tout ce qui est fourniture alimentaire dans votre cas, mais après il y a aussi tout ce qui est lié à si vous avez invité des clients, votre essence. Enfin, il y a pas mal de choses que vous pouvez déduire. D'accord. C'est un peu l'idée, hein. Il faut déduire au maximum votre TVA. Ah oui, Et donc là, après, ils vont faire un peu ce que je vous ai expliqué sur la TVA collectée et déductible. Ils vont faire la soustraction. d'accord. Et ça va apparaître ici. Donc, soit vous avez un crédit de TVA, donc ici, Mhm. soit vous devez payer la TVA parce que plus de TVA collectée que de TVA déductible. D'accord. Et donc, la super surprise, c'est qu'après, on paye, hein. Tac, 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 payer. Donc, quand vous êtes en début d'activité, enfin, vous ne serez pas en début d'activité parce que vous allez dépasser les plafonds. Mais il y Oh. a forte chance que vous ayez de la TVA à payer si vous avez exposé les seuils. Vous Ah êtes oui, plus là, vous n'êtes plus en franchise de TVA. oui, non, moi je pense dans mon cas de figure, j'aurai plus de TVA collectée que. Euh, collecter. Bah après, ouais, je sais pas, oui, normalement, oui, puisque vous êtes censé faire du bénéfice, hein, donc, et faire des économies sur vos achats. Ouais, on verra bien. Mais ça veut dire aussi que votre activité, elle tourne bien, hein, si c'est aussi ça le symptôme de tout ça. Mhm. Donc là, en fait, ça ressemble à ça, hein. Tout est dématérialisé, mais grossièrement, ça ressemble à ce formulaire-là qui s'affiche, où vous avez votre vente de prestations de services en hors taxe qui est indiqué ici. D'accord. Et ensuite, la TVA que vous avez, donc là, c'est un calcul en plus que vous avez payé. Mhm. Elle est ici, votre TVA déductible. Et là, on reprend les mêmes éléments. Là, vous avez additionné toute la TVA que vous avez payée auprès de vos fournisseurs ici et les taxes à payer ici. D'accord. Donc ça, il faut juste pas se planter sur les intitulés parce que des fois, c'est pas clair. Une fois que vous l'avez en main, ça se fait assez bien. La seule complexité, c'est qu'on a énormément de factures. Il faut tout reprendre à la main ou au logiciel, mais dans tous les cas, il faut avoir une petite gestion de ces factures réglées ou encaissées. D'accord. Et après, hop, vous avez le montant ici à payer, là. Tac, tac. C'est beaucoup de paperasse. Ouais, là pour le coup, ouais, ça commence à être un peu fastidieux là pour une activité. Encore que là, honnêtement, tout se fait en ligne. Avant, c'était des déclarations papier, donc ils sont quand même améliorés là-dessus, hein. Vous, en fait, il faudrait avoir un petit logiciel, mais ça veut dire aussi qu'il y ait quelqu'un qui rentre les données dans votre logiciel. C'est ça. Donc voilà, voilà. Et donc, ça, je vous en ai parlé, déclarer la TVA. Là, je vous ai mis une petite vidéo qui reprend, elle dure 6 minutes, mais elle est bien faite. En fait, elle reprend tous les éléments dont on a parlé sur la TVA de la micro-entreprise. Et en 6 minutes, vous avez un condensé de tous les éléments dont vous avez besoin, les éléments essentiels. D'accord. Il faut prévoir le Doliprane alors. Ben, non, parce qu'elle dure 6 minutes. Oui, mais En plus, c'est une petite jeune fille souriante et tout. c'est condensé. Ouais, mais condensé, bien expliqué. D'accord. En 6 minutes, ça va, hein. Oui, ça va.
Je vous donne deux petits éléments d'info et puis après, je vais vous libérer. Et ça, c'est des éléments qui sont importants. Là, par exemple, vous comme moi, on travaille avec des clients particuliers. Donc, en fait, il faut savoir, c'est assez récent, mais que maintenant, on est obligé de passer par ce qu'on appelle un médiateur de la consommation. Donc, ça coûte, je sais pas, je vous donnerai le mien, je crois que c'est 30 € pour 3 ans, un truc dans ce goût-là. Et on est obligé de le faire pour, si vous êtes en litige avec un client particulier, vous payez un médiateur qui va essayer de calmer les choses. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais on est obligé de le faire pour éviter que ça passe. À mon avis, c'est pour éviter les litiges dans les tribunaux, pour un peu bloquer toutes ces histoires-là et pour essayer de créer un espace de conciliation. Et ça, le mien, que je ne me trompe pas, c'est lui, je crois. Voilà, c'est ça, un centre de médiation de conciliateur de justice. D'accord. C'est pas cher, bon, c'est toujours, on n'a pas envie de le payer, mais bon. C'est vrai que quand on regarde les charges qu'on a et qu'il faut payer, au bout d'un moment, oui, on se pose des questions. Ouais, ben là pour le coup, surtout qu'un médiateur, normalement, médiateur de la consommation, il en existe dans les mairies. Mais bon, apparemment, c'est obligatoire. Donc, je vous donne l'info. Ensuite, ça, j'en ai parlé, ouvrir un compte bancaire, je pense que c'est quand même plus sécurisant. Ils vous disent que c'est obligatoire dès lors que vous faites plus de 10 000 €, mais moi, je pense que c'est plutôt sécurisant d'avoir un compte dédié. Comme ça se sépare. Surtout que vous êtes salarié, donc il ne faut pas mélanger les deux rentrées d'argent. Et en plus, ça oblige en fait à bien dénoter qu'il y a Jonathan en tant que salarié et Jonathan en tant qu'entrepreneur individuel. Ce qui fait qu'un créancier ne peut pas aller prendre sur vos comptes. C'est impossible. Donc ça, sécurisant. Et ça, il vous le rappelle avec la loi du 15 mai 2022. Vous devez être noté entrepreneur individuel ou EI sur tous vos documents. Donc devis, facture, les documents publicitaires, je ne vois pas trop l'intérêt, mais apparemment, ça nous est demandé. Et sur votre compte bancaire, alors ça, ils le savent normalement, les établissements bancaires, qu'un entrepreneur individuel, il doit, à compter du 15 mai, rajouter forcément EI ou entrepreneur individuel sur son intitulé de compte. D'accord. C'est toujours dans l'optique de vous protéger au maximum. Oui, c'est pour éviter que le service vienne piocher sur le compte perso. Exactement. Dernière info, après je vous libère, 2 heures. J'ai pas réussi. Donc les droits à la retraite, donc ça, il faut savoir qu'un auto-entrepreneur, il peut cotiser, c'est toujours à hauteur de son chiffre d'affaires. Donc la subtilité, c'est que pour eux, c'est le chiffre d'affaires qui est déduit de l'abattement des impôts. Ça revient un peu à ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Oui, concernant les 71%. C'est ça. Et donc, il y a votre chiffre d'affaires, on applique l'abattement forfaitaire et sur ce restant, donc sur ce revenu fiscal, vous pouvez évaluer si vous avez cotisé un chiffre d'affaires nécessaire. Je perds mes mots, mais le chiffre d'affaires dont vous avez besoin pour valider les trimestres. Ah, parce qu'il faut valider les trimestres en plus. En fait, ça vous donne la possibilité de valider des trimestres d'assurance vieillesse, là, du régime de base. Et ça peut être intéressant pour quelqu'un qui a besoin de compléter sa retraite. D'accord. Donc, pour bien comprendre, donc on a cet abattement de 71%. Oui. Est-ce qu'il va être taxe, va être prélevé du coup sur les 29% restants ou sur la totalité en fait? Comment ça, les taxes? Alors, attendez, je crois que je n'ai pas compris. Pour les cotisations, ça sera sur les 21% ou sur la somme globale avant l'abattement? Ah, mais là, il n'y a pas de cotisation. C'est juste pour calculer le nombre de trimestres que vous pouvez valider. Ah, d'accord. Ouais, je me suis mal expliquée. Oh, il est tard, hein, Jonathan. Oui, alors, en fait, je reprends. C'est qu'en fait, on me demande tout le temps si on cotise en tant qu'auto-entrepreneur. Et effectivement, vous pouvez cotiser. Vous êtes salarié. Donc, en fait,
que vous soyez salarié et auto-entrepreneur, de toute façon, vous ne pouvez que valider jusqu'à 4 trimestres maximum. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Toujours est-il qu'un auto-entrepreneur, ça rentre dans sa considération. Enfin, moi, ça ne l'est pas, mais la plupart du temps, on me pose la question. C'est que en fait, vous cotisez. Leur seule, comment dire, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'en fait, sur votre chiffre d'affaires annuel, on va appliquer l'abattement. Une fois qu'on a appliqué l'abattement, sur le restant, on va définir si vous rentrez dans les seuils pour valider un certain nombre de trimestres. Par exemple, si vous êtes, je ne vois rien du tout, il faudrait que vous ayez dégagé 12 000 € de chiffre d'affaires, sachant qu'on vous a appliqué l'abattement. Donc, c'est plus l'abattement qui est là, 50%. Donc, ça veut dire qu'il faudrait 24 060 € par an de chiffre d'affaires pour être sûr d'avoir validé vos 4 trimestres. D'accord. Vous voyez un peu l'idée? Donc, il faut quand même sortir un peu de chiffres pour valider les trimestres. Par contre, petite question. Si en tant qu'auto-entrepreneur, je valide 4 trimestres. Oui. Salarié, je valide 4 trimestres. Est-ce qu'on additionne les deux ou pas? Non, c'est 4 trimestres. C'est ce qui me semblait. Donc, du coup, c'est en complément alors. Ouais, c'est en complément. Ben, ça, c'est plutôt quand vous êtes salarié, donc vous cotisez. Mais ça, c'est plutôt une demande de quelqu'un qui veut vraiment lâcher le salariat et qui n'a plus 25 ans, quoi. Tant que je suis salarié. Hein. Je ne vais pas me soucier de ça. En fait. Pardon? Je dis, tant que je suis salarié, je n'ai pas à me soucier de… Ouais, ça pour vous, c'est très éloigné de vous, quoi. Vraiment. Mais c'est vrai que c'est une demande récurrente. On me demande si on cotise. Donc, il faut quand même sortir l'équivalent d'un bon salaire. Hein. Enfin, d'un salaire, quoi. Ça veut dire que, en fait, ça, c'est une activité plein temps. D'accord. Après, ça reste sur le chiffre d'affaires, parce que ça peut être sur les bénéfices. Ça serait pas pareil. Ouais, mais il n'y a pas de bénéfice, en fait, quand vous regardez bien un micro-entrepreneur, il n'y a pas de notion de bénéfice. Parce qu'en fait, il encaisse, mais comment dire, il a juste une notion de chiffre d'affaires. Après, il se débrouille avec son chiffre d'affaires. Il a une marge, si vous voulez, mais dans les faits, il n'a pas vraiment de bénéfice parce que il ne déduit rien. En fait, il paye toute sa poche. Il a une enveloppe de chiffre d'affaires et il fait bien, et il essaye de gérer son chiffre d'affaires. Donc voilà. Après, vous avez un petit quiz. Ça, je vous laisse faire regarder. Il est pas mal le quiz. Ouais. Ça permet un peu de resituer certaines données comptables qui sont intéressantes. Qu'est-ce que je vous ai mis en ressources? D'ailleurs, je vais la réintégrer. Ça aussi, elle est sympa, cette petite, c'est un petit guide résumé par quelqu'un qui est qui forme très bien la micro-entreprise, qui a des vraies informations. Donc ça peut être intéressant pour vous. Et en fait, de façon un peu rigolote, il aborde un peu les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, mais de façon très synthétique et avec beaucoup de visuels. Donc ça, je vous l'ai mis. Et puis voilà, quoi. D'accord. Voilà, il y a de quoi travailler. Ah bah, toujours. Voilà. Je vois les onglets s'accumulent. Je me dis, je vais commencer à être en retard. Est-ce que vous avez des questions, Jonathan? On a abordé la micro de manière un peu globale, mais assez précise. Alors là, comme ça, c'est assez global. Après, je pense que pour moi, dans mon cas de figure, on a résolu plus ou moins la plupart des problématiques que je rencontrais hier. Mais après, je pense que oui, au fur et à mesure qu'on va avancer, il y aura toujours d'autres questions. Après, il faudra voir avec les autres personnes qui vont regarder le replay ce qu'ils en pensent et comment ça se passe pour eux. Exactement. Voilà. Bon, mais parfait. Super. Vous n'avez plus qu'à créer la micro-entreprise. Normalement, vous avez toutes les infos. Hein. Oui, il ne me reste plus qu'à imprimer les documents, à les compléter. Ouais. Et après, normalement, c'est vous les jeunesses. Nickel. Bon, ben, merci Jonathan. Hein. C'était très agréable. Sinon, j'aurais parlé toute seule, hein, mais c'est pas grave. Hein. Je me serai adaptée. Oh, c'est toujours mieux avec un échange. Ouais, c'est cool. Je vous dis à bientôt, Jonathan, et je vous remercie.
Je vous en prie, à bientôt. À Au revoir. bientôt, bon week-end.